RCF. Bonjour à toutes et à tous. Hier, nous célébrions la Journée internationale des droits de la femme avec ce sondage qui classe les entreprises françaises parmi les meilleures en Europe sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il est temps, allez-vous me dire, et je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ait fallu autant de temps pour qu'à études, salaire et fonction égale, une femme gagne autant qu'un homme. Mais si on parle d'égalité salariale, on pourrait aller encore plus loin, car peut-être ne le savez-vous pas, mais dans les entreprises, l'inégalité commence dès le début de votre carrière, en fonction de l'école que vous avez faite et à fonction égale, que vous soyez homme ou femme, votre salaire et votre évolution ne sera pas la même que vous veniez de centrale ou d'une école moins prestigieuse, alors que vous réalisez le même job avec les mêmes objectifs, les mêmes collègues et les mêmes... Des inégalités hommes-femmes dans le monde de l'entreprise, il y en a d'autres, particulièrement dans la répartition des genres dans les catégories des métiers. En effet, je connais peu d'hommes qui fassent du secrétariat ou de l'assistanat. En revanche, je connais aussi peu de femmes qui soient chefs de chantier ou à la tête d'une start-up. Pourquoi ? Très souvent par a priori ou parce qu'elles ne représentent pas la légitimité sur laquelle elles se sont engagées. Alors, il y a aussi peu de femmes qui sont chefs d'entreprise. Pourquoi ? Eh bien, la majeure partie du temps, elles vous répondent que c'est parce que les banques ne leur font pas confiance. Alors, j'ai envie de vous parler d'une solution. Il s'agit de Bruno Imbert et de Saruche qui a lancé un incubateur pour accompagner des femmes entrepreneuses, la Tech for Good. C'est pour ça qu'Orange aussi incite les femmes à s'orienter vers les filières techniques. Et quand je vois ça, je n'aurai qu'une envie, c'est de vous dire cocorico, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans l'écho des solutions en direct ou en podcast. Cette semaine, à 15 jours du premier tour des municipales, nous allons nous intéresser au dynamisme culturel, économique et associatif des territoires ruraux. Une initiative qui appelle à bouger et bouge ton coq. Ce sera notre invité de ce dossier avec deux maires qui sont autour de cette table de communes rurales et puis une personne représentant un des projets que Bouge ton coq a posé sur sa plateforme. On en saura plus d'ici quelques instants. On va donc aussi essayer de faire parler un petit peu tout le monde puisque vous êtes nombreux autour de cette table. Nos 7 minutes pour changer le monde nous mèneront à la découverte de M2I, une société qui a pour vocation à trouver une solution aux pesticides pour permettre à nos plantes de pousser sereinement. C'est Olivier Guéret qui sera notre invité. Et puis comme toutes les semaines, vous retrouverez nos experts, mais il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Richard Meyer qui est en charge du déploiement du futur chez PSA et chez Citroën en particulier. Et il nous fait découvrir l'Ami, cette petite voiture électrique à bas coût et qui va nous permettre peut-être de changer et révolutionner notre mobilité. L'invité écho, Patrick Longchamp. Richard Meyer, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Richard Meyer en charge du plan produits futurs chez Citroën et la semaine dernière a eu lieu le reveal, la révélation de votre petite dernière, l'Ami, une voiture toute électrique, sans permis, à destination des métropoles, en tout cas je le pense. Première question avant de rentrer dans le vif du sujet, le nom de la voiture c'est un peu comme pour la DS, l'Ami, c'est un rappel un petit peu du passé pour rentrer dans les temps futurs ? C'est d'abord une solution de mobilité, je dirais, qui se veut proche des gens, proche du plus grand nombre. D'où aussi son appellation AMI. Et effectivement, ça fait aussi référence au passé de la marque Citroën. Alors, passé de la marque Citroën qui est assez présente dans le design de la nouvelle AMI, puisqu'elle reprend quelques codes, particulièrement celle de la 2 chevaux. Et d'ailleurs, sur le reveal, si je ne m'abuse, vous aviez mis en parallèle les deux voitures, l'AMI et la 2 chevaux. Je disais que cette nouvelle voiture avait été présentée il y a une semaine maintenant, à un prix un peu moins de 7 000 € avant réduction et déduction des primes. Qu'est-ce qui a présidé à la création de ce nouveau modèle, Richard Meyer ? Bien, d'abord, en tant que marque Citroën, qui a toujours investi dans l'innovation et l'audace pour apporter le plus de liberté de mouvement possible au plus grand nombre, on a voulu, je dirais, écrire une nouvelle page des réponses apportées par la marque et apportées par la marque à un problème de société d'aujourd'hui qui est la liberté de mouvement dans les villes. Et donc, on est parti de l'observation des usages et des attentes des clients dans les villes en particulier. Et la conception s'est articulée, je dirais, autour de trois piliers essentiels. Le premier, c'est comment redonner de la liberté de mouvement. Donc, la réponse, c'est un objet de mobilité qui est électrique, donc qui peut aller partout, y compris dans les zones qui vont être de plus en plus restreintes dans les villes.
et un objet qui est compact et agile pour se faufiler dans la ville. Donc ça, c'est la dimension liberté de mouvement. Ensuite, on s'est dit, on veut une solution accessible à tous. Et donc ça passe par une conception d'un objet de mobilité qui n'exige pas le permis de conduire. Et donc, AMI peut se conduire en France dès 14 ans, à un prix abordable, vous l'avez mentionné vous-même, avec différentes formules, y compris en location à 19,99 € par mois. C'est en effet. Et alors, c'est une vraie question. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la volonté de travailler la question de la voiture ou de la mobilité, parce que est-ce encore une voiture, j'en sais rien, est-ce que c'est une volonté aussi de se dire finalement la voiture peut devenir un bien de grande consommation, 19,90 € par mois, après un premier loyer quand même d'à peu près de la moitié du prix de la voiture, mais c'est à peu près le prix d'un forfait téléphonique. Est-ce que l'idée, c'est de le faire rentrer dans un objet de grande consommation, alors qu'avant, la voiture est plutôt un luxe? Alors, il est vrai qu'on est dans une logique d'une expérience de mobilité qui est calée sur les modes de consommation d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, déjà accessible par son prix, 19,99 € par mois, c'est l'équivalent d'une mensualité pour un smartphone. Mais également les modes de consommation autour du digital, puisqu'on propose avec AMI un parcours 100% digital, de la découverte de l'objet jusqu'au choix du lieu de livraison, en passant par l'achat et le paiement. Et ça, c'est complètement raccord avec les modes de consommation d'aujourd'hui. On observe que de plus en plus de monde utilise Internet pour la consommation jusqu'à l'achat. C'est également calé sur les modes de consommation d'aujourd'hui parce que on propose un mode de distribution tout à fait innovant qui va au plus près des clients et qui s'appuie sur des lieux dans lesquels les gens se rendent pour leur consommation courante, j'ai envie de dire, en l'occurrence le partenariat qu'on a noué avec le réseau Fnac Darty. Et puis enfin, la livraison à domicile qui fait partie aussi des modes de consommation d'aujourd'hui. Et donc, on a voulu l'intégrer dans le parcours proposé autour d'AMI. Donc aujourd'hui, on pourra recevoir sa voiture directement chez soi. Qui dit réduction du carbone par le biais des modularités, des mobilités plus propres, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une réflexion d'éco-conception? On sait que la loi anti-gaspillage, économie circulaire, qui a été promulguée le 30 janvier dernier, est rentrée en vigueur. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion qui a été faite sur la réutilisation des pièces détachées, sur la modularité de cette voiture? Alors, vous avez raison, l'éco-responsabilité a été au cœur de la conception. Donc, tout ce qui est recyclabilité, pour répondre à votre question, en matière de batterie, en matière de pièces plastiques, on est complètement calé sur les filières de recyclage habituelles qu'on applique dans le monde automobile, on va dire conventionnel. On est également calé dès à présent sur une directive européenne qui va imposer à l'horizon 2025 que 95% du poids d'une voiture ou d'un objet de mobilité soit recyclable. Donc on est complètement calé sur l'ensemble de ces éléments, mais on a voulu aller au-delà, c'est-à-dire qu'en termes d'éco-responsabilité, évidemment on est sur un objet électrique, on est sur un objet qui a une empreinte au sol limitée, donc j'ai envie de dire au juste nécessaire. On a appliqué des recettes qui permettent de limiter le nombre de pièces sur AMI. Par exemple, vous avez des pièces qui sont strictement identiques. La porte côté conducteur et la porte côté passager sont strictement identiques. Ce qui, en plus, apporte un bénéfice à l'usage, puisque côté conducteur, elle s'ouvre dans le sens inverse du sens habituel, ce qui facilite l'installation dans AMI ou la sortie d'AMI quand on est dans des zones un petit peu encombrées. Et puis enfin, je dirais que même du point de vue de la consommation de la mobilité qu'on propose au travers d'AMI, on est dans une logique d'éco-responsabilité puisque on s'adapte au juste nécessaire du besoin du client. Donc s'il a besoin de AMI pour 1 heure, on va lui proposer une formule Ça, c'est par le biais de la plateforme. Ça, c'est par le biais de la plateforme autopartage que vous avez mis en place, puisqu'on peut consommer l'AMI de 3 manières, en l'achetant par loyer ou en l'utilisant en autopartage sur Paris d'ici le mois de juin à peu près, c'est ça? Exactement, et donc en s'appuyant sur un opérateur qui est une marque de mobilité du groupe PSA, qui est Free2Move, et qui opérera effectivement du car sharing, donc du partage d'amis sur la ville de Paris à partir du mois de juin. Alors qui dit aussi éco-conception, qui dit prix peu cher, est-ce que ça veut dire qu'on fait une croix sur le Made in France, ou est-ce que la voiture est aussi produite essentiellement sur notre territoire ?
Écoutez, la conception a été bien sûr optimisée. Toute la partie conception a été faite, je dirais, localement. En termes de production, donc AMI sera produit au Maroc dans une usine du groupe PSA. On a voulu, je dirais, répondre au cahier des charges d'origine qui nous a conduit à utiliser ce moyen qui fait partie des moyens du groupe PSA traditionnellement. C'est une première étape, l'AMI. Il y a d'autres projets dans les cartons pour aller encore un petit peu plus loin dans cette réflexion d'une mobilité durable ? Écoutez, oui, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait... Même si vous ne pouvez pas tout nous dire maintenant. Oui, non, mais tout ce qui est développement durable fait évidemment partie intégrante de la conception de tous nos produits, quels qu'ils soient. Maintenant, pour ce qui concerne, je dirais, cette nouvelle approche d'objets de mobilité, on va évidemment lancer AMI et en fonction, je dirais, de ce qui va se passer sur le marché, on a évidemment des idées pour la suite. Mais on va, je dirais, y aller par étapes. Merci beaucoup Richard Meyer. Je rappelle que cette voiture l'AMI sera disponible à partir du mois de juin ou on peut déjà l'acheter ? Alors, les commandes seront ouvertes dès la fin du mois de mars en cours. Eh bien, dès la fin du mois de mars, vous pouvez vous précipiter alors sur les différents réseaux pour acheter de distribution, pour acheter cette AMI. Merci beaucoup Richard Meyer d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on se retrouve tout de suite avec nos experts, Maxime Dupont et Flavie Depré. L'écho des solutions, les experts. Voilà, dans 11 jours, c'est le printemps. Si toutefois vous pensiez que nous étions en hiver, et on retrouve nos deux experts, Maxime et Flavie Depré, qui nous manquent toujours à l'appel, mais qu'on retrouvera bien évidemment par téléphone, comme les semaines précédentes. Ceci étant, bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique expert, votre chronique management, et aujourd'hui vous avez choisi de nous lancer un défi. Je suis prêt à le relever ou presque. Parfait Patrick, puisque vous l'avez remarqué, on découvre tous les jours qu'une telle date et la journée d'un peu tout et surtout n'importe quoi. Je me suis dit que j'avais moi aussi le droit de lancer une journée à thème. Ah oui, c'est quoi ? Alors je l'appelle la journée du défi de l'entreprise ou, pour mieux me faire comprendre de nos contemporains, le Corporate Challenge Day. Très bien Maxime, ça consiste en quoi ? Vous êtes surtout certain que ça n'existe pas ? Oui. Alors c'est une série de défis tous très exigeants si vous évoluez dans l'environnement terrifiant du monde de l'entreprise en général et du salariat en particulier. Alors on commence par quoi ? Premier défi pour se chauffer, vous arrivez au bureau, pas une seule mention du temps qu'il fait. Je sais, ce sera pas facile et plus d'une fois vous aurez envie de craquer, mais non, il faudra être fort. Encore plus quand vos collègues aborderont le sujet puisque vous le savez, ils le feront et quelles que soient les circonstances météorologiques, en particulier si elles n'ont rien de particulier, il vous faudra tenir votre langue. Et si vous réussissez ce premier défi, vous serez bien entraîné pour relever le deuxième. Ah bon, c'est quoi le deuxième alors ? Le deuxième, attention, vous n'allez pas vous faire des amis. Le défi, ce sera de dire non à la proposition de café du matin, en assurant que vous avez quelque chose à finir. Alors, regard interrogatif puis désolé de vos collègues. Ouais. Argument, allez, on fera vite, je te l'offre, viens, tu peux pas dire non. Ce sera dur, mais il faudra tenir. Et à partir de là, vous pourrez enchaîner par le dernier défi du matin, être à l'heure à la réunion. Pas à l'heure dans le sens où le pays entier l'entend, c'est-à-dire l'heure annoncée plus 6, 7, 10 minutes. Non, à l'heure pile. Ce qui vous permettra de commencer la réunion à la dite heure qui avait été annoncée. Attendez-vous à marquer l'histoire. Vos collègues se souviendront de leur surprise lorsqu'ils vous découvriront déjà en action en entrant dans la salle. C'est une matinée qui est semée d'embûches, effectivement. Et vient alors l'heure du déjeuner. Oui, ce sera un moment très compliqué. C'est sans doute là que ceux qui ne sont pas assez aguerris céderont. Voici le défi, vous serez à table, les conversations commenceront et là non seulement il vous faudra confirmer le défi du matin, c'est-à-dire ne jamais parler de météo, mais également faire preuve d'une vigilance de ninja pour ne pas tomber dans le piège du passage obligé du sujet obligatoire de ce qu'on pourrait même appeler le point Godwin de toute conversation de collègues, les vacances. Et oui, je vous sens défaillir, presque renoncer devant l'obstacle, tenir toute une conversation de bureau sans mentionner les vacances, celles qui sont passées, celles qui arrivent, celles qu'on a failli organiser puis finalement non, les pays et les villes qu'on a fait, les gens vraiment gentils, on a été agréablement surpris, et puis ils parlent pas si mal anglais en fait, les excursions où il fallait se lever super tôt, mais ça valait la peine, etc. Tenir toute une conversation sans parler de cela est un défi ardu. Oui, j'imagine. Oui, mais si vous tenez bon, vous aurez droit, outre au sentiment de satisfaction d'être toujours en course pour le Corporate Challenge Day, à un petit café qui rassurera tous vos collègues qui tremblaient que vous ne leur fassiez à nouveau faux bond. Oh la vache, viendra ensuite l'après-midi. Et quels seront les défis de l'après-midi à relever, mon cher Maxime ? Ils seront plus simples, un peu comme la redescente après l'ascension du Mont Ventoux du déjeuner. D'abord, bravez sans peur l'interdit du badge en vous promenant au vu et au su de tous sans votre badge. Vous allez vous sentir nu et terriblement rebelle en même temps, un sentiment vertigineux qu'il vous faudra apprivoiser. Ensuite,
Allez relever le défi ultime en ne consultant dans l'après-midi que des sites internet exclusivement professionnels. Oui, exclusivement professionnels, c'est-à-dire exclusivement liés à votre activité. Ils en faire vite le tour quand même. Oui, stricto sensu, mais sans négocier. Et puis enfin, pour couronner le succès de votre journée, vous irez discuter avec des collègues pour dire du bien d'une personne avec qui vous avez l'habitude de travailler. Du bien. Attendez-vous... Oui, attendez-vous à quelques rires un peu jaunes, quelques regards perdus, mais ne lâchez rien et repartez droit dans vos bottes. Attention quand même à ne pas vous prêter à l'exercice en tenant des propos laudatifs sur votre boss, vous seriez immédiatement démasqué. Très bien, merci Maxime. Le Corporate Challenge Day, je suis à peu près certain que si on cherche bien, ça existe déjà et lancé. Nous avons hâte de recueillir les récits de ceux et de celles qui oseront s'attaquer à l'impossible en relevant les 7 défis que vous nous avez lancés. À mon avis, le plus difficile, je pense, ce sera celui du café. L'écho des solutions, RCF. Voilà, et puis pendant toute la chronique de Maxime, on a essayé de joindre Flavie par téléphone, mais nous n'y sommes pas arrivés en espérant qu'il n'y ait pas un coronavirus qui soit passé dans les lignes téléphoniques. En tout cas, on la retrouvera, je l'espère, la semaine prochaine. Il est donc temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec, autour de la table, je vous le disais, ils sont nombreux. Christophe Brochot, qui est cofondateur de Bouge ton coq. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On dira un petit peu plus ce que c'est que Bouge ton coq. C'est une plateforme qui vise à mettre en avant des projets pour les municipalités rurales, projets associatifs, projets de développement, c'est ça ? C'est ça, les mettre en avant et les financer ou les cofinancer. Alors on verra ça un petit peu tout à l'heure. Évidemment, pour nous accompagner, mais il fallait qu'il y ait des maires, parce que des maires de villes et de villages ruraux. Tout d'abord, Laurence Bussière, qui est maire de Daubeuf. Bonjour Laurence. Bonjour. Daubeuf-la-Campagne. Daubeuf-la-Campagne, pour bien préciser. Oui. On est rural et campagne. Voilà. Rapprochez-vous bien du micro. En face de vous, Fabrice d'Allongeville. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci, vous êtes maire d'Auger-Saint-Vincent, pas la campagne. Non, patron des viticulteurs, Saint-Vincent. Et Saint-Vincent, patron des viticulteurs. Mais il n'y a pas de vigne chez moi. Et puis Agnès de Joubert, fondatrice de Hors Saison Musicale, qu'on connaît bien sur RCF, puisque vous intervenez régulièrement sur nos antennes. Merci. Particulièrement bonjour. Chez notre ami Melchior Gormand, et qui a pour vocation... pour vous d'organiser des concerts de musique dans la ruralité. Donc avec vous, on va essayer de creuser cette semaine cette question du dynamisme des territoires, comment la vie économique, la vie associative, la vie culturelle peut exister dans des communes. Vos 2 communes, vous Laurence, c'est 239 habitants, c'est ça ? Tout à fait. Et puis vous me disiez, Fabrice, le double, 550 531, INSEE 2020. INSEE 2020. Et pourtant, il peut y avoir une vie culturelle associative et du dynamisme dans ces villes et villages, et c'est ce dont on va parler. Justement, on va commencer par vous qui êtes maire dans un territoire pour essayer, avant de se recentrer sur les projets culturels, Bouge ton coq, et puis ce que fait Agnès avec Hors Saison. Quand on anime, quand on dirige, quand on préside aux destinées d'un village de 239 ou de 531 habitants, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre job de maire? C'est l'économique, le lien social, la vie culturelle? Laurence Bussière. Qu'est-ce qui est difficile? Mais rien n'est difficile. On s'adapte tellement que maintenant, après 2 mandats, qu'est-ce qui est difficile? C'est dès qu'il y a une problématique qui arrive sur le terrain et que on est là devant le fait accompli et qu'il faut trouver une solution rapidement. Ça c'est difficile. Moi, je vois le week-end dernier, j'ai eu des inondations et là, ça c'est difficile à gérer parce que on n'a pas de solution là tout de suite pour le moment et la population peut être énervée. Largement énervée. Et pour constituer justement un budget dans une ville de 531 habitants. On dit que les dotations de l'État sont en continuelle baisse, on supprime la taxe d'habitation qui abondait en général aux municipalités. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à réaliser un budget pour continuer et présider au développement du territoire ? Ça dépend si vous avez des projets ou pas. Si vous n'avez pas de projet... On a 20 minutes à faire. Non, mais c'est bien sûr. Ah bah oui. Si vous n'avez pas vraiment de projet, vous êtes bien. avant tout sur du fonctionnement et ça dépend de la taille de la commune. On ne peut pas généraliser une commune de 100, 250, 500... C'est quoi le budget d'une commune de 531 530 000 euros. 530 000 euros. Et pour vous, Laurence ? 150 000 euros. Oui. Donc après, est-ce que vous avez encore l'école ? Est-ce que vous avez des complications particulières ? Moi, par exemple, j'ai une servitude très forte sur l'eau potable puisqu'on alimente 13 communes, dont la ville-centre de Crépy-en-Valois, 15 000 habitants.
Donc il y a 1,5 million de mètres cubes traités par an, enfin qui sont exploités, et on doit faire un assainissement collectif pour protéger la ressource en eau. 4 millions d'euros. Ça, c'est le budget de ça. C'est le budget qu'il faudrait consacrer à cet investissement-là. Et que vous n'avez pas aujourd'hui. Bah non, on l'a pas, non. Donc, et après, si vous avez des projets, il faut aller chercher des financements. Donc voilà, c'est pour ça que la question des projets, elle est centrale, et ça fera le lien avec Bouge ton coq. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'attend traditionnellement dans les communes à avoir des budgets qui viennent de l'État, des partenaires institutionnels traditionnels. Là, sur le budget, par exemple, de ma commune, on a perdu, depuis que l'État a décidé de serrer la ceinture des collectivités, alors que nous, on n'est pour rien dans le déficit de l'État, faut le rappeler. Nous, on vote un budget équilibré, l'État ne le fait pas. Faut toujours le rappeler, ça. C'est 21 000 euros en moins chaque année. 21 000 euros. Ça veut dire que vous avez fait une croix sur quel projet ? On n'a pas fait de croix, en fait. Vous avez repensé le projet différemment ? On repense les choses différemment, et on a mis en place une journée citoyenne depuis 2014 qui implique les habitants et qui permet de développer le cadre de vie avec l'implication des habitants. Sur l'ensemble du mandat, ça fera un impact de 270 000 euros. Donc on absorbe la réduction du budget, des aides de l'État, et ensuite les projets sont plus longs à sortir, et on cherche à avoir un financement le plus complet possible. C'est là où on a une pointe de difficulté. Laurence, vous abondez, vous êtes dans la même dynamique vous que alors moi Fabrice. Je comprends très bien Fabrice. Alors moi mes dotations n'ont pas baissé, mais nous on n'a vraiment pas beaucoup de budget, et donc par exemple on avait un projet de faire des sentiers pour sécuriser les enfants du village, et le budget en lui-même. Le budget en lui-même, il était de 22 000 euros, et on ne pouvait pas, la commune ne pouvait pas le faire. Donc ce sont les quelques habitants et l'employé communal qui sont mis en action, et ça nous est revenu à 7 800. Voilà, on cherche. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ces baisses de dotation ou le fait de ne pas avoir les budgets, alors j'extrapole peut-être, mais est-ce que c'est pas finalement un moyen pour les habitants du territoire de se réapproprier finalement l'action municipale que l'État-providence, finalement, le maire avait le budget, il faisait, et finalement on restait chez soi et puis on attendait que ce soit fait. Est-ce que ça remet pas finalement du lien social, le fait d'avoir une petite baisse de dotation, même si c'est pas forcément très confortable? Non, en fait, on innove dans la frugalité. Oui. Mais c'est pas une fin en soi d'avoir moins de dotations, parce qu'après se pose, à travers la baisse des dotations, le déséquilibre entre les collectivités. Vous savez qu'en milieu rural, pour un habitant, il y a 1 euro. Vous êtes un habitant urbain, vous avez le double de dotation de l'État, donc 2 euros. Donc il y a déjà un déséquilibre entre les aides de l'État, et on n'attend pas tout de l'État, en fait. C'est aussi ça qu'il faut bien entendre dans notre pays. L'État ne peut pas tout, et tant mieux. Tant mieux. Mais est-ce que ça permet de maintenir un peu aussi de l'innovation locale, et ça c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que on voit ça dans certaines communes d'Allemagne. C'est pas inintéressant. Avant, on mettait dans un parc des jeux pour les enfants. On venait venir la société qui le mettait, etc. Aujourd'hui, finalement, la commune achète, et puis ce sont les habitants qui vont aller monter, qui vont sécuriser l'endroit, etc. Ce qui permet. Non, mais c'est ce qu'on voit dans certaines communes. Oui, certaines communes font ça, mais on prend des risques. Moi, je l'ai fait moi-même, mais parce qu'au niveau de sécurité, normalement, il faut faire venir des entreprises pour sécuriser les jardins. Enfin, et ça, on prend des risques. Les maires ruraux prennent beaucoup de risques pour mettre des choses en place qui coûtent moins cher. Et concernant les dotations, je pense que c'est aussi pour favoriser les communes nouvelles. Parce qu'on nous fait encore beaucoup de publicité là-dessus, discrètement, mais c'est quand même pour nous dire allez-y, fusionnez. C'est ça, communes nouvelles qui seront d'ailleurs au cœur du débat qui se tiendra à Beaupro sur les antennes d'RCF le 12 mars prochain, dans le cadre du Tour de France des communes rurales, justement, avec Antoine Bélier et la matinale d'RCF. Comment intervient Bouge ton coq là-dedans ? C'est ça l'idée qui a prédestiné à la création de Bouge ton coq, c'était d'accompagner ces territoires qui peut-être avaient des projets mais qui n'avaient pas forcément les moyens de les mettre en place. Christophe Brochot ? Oui, je crois que ça fait partie de l'histoire de Bouge ton coq. Nous, on a cofondé ça avec Emmanuel Brochot qui est mon frère. On est auvergnat d'origine, on aime la ruralité, et le principe, c'est il suffit d'observer. Et quand on observe un petit peu ce qui se passe dans la ruralité, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. Parmi ces choses, c'est à la fois des difficultés qui sont importantes, mais pas que. Je pense qu'elles sont aussi très importantes en ville. Et on s'aperçoit qu'il y a finalement un grand dynamisme dans tous ces villages, et qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce qui permet à ces initiatives de voir le jour.
Donc voilà, c'est une réflexion à l'origine en se disant le tissu associatif est fondamental pour maintenir le lien social, c'est vraiment fondamental. Et puis les bénévoles, on n'en parle pas assez, mais s'il n'y avait pas les bénévoles dans le pays, c'est à peu près 10% grosso modo de l'emploi général, hein, si on devait le valoriser. S'il n'y avait pas les bénévoles, aujourd'hui le budget qu'on devrait affecter pour réaliser ce qui est fait serait quasiment insoutenable. C'est la première chose. Et puis le deuxième responsable, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est le maire. Et donc finalement, très souvent, s'il y a encore un lien social, le monde associatif et le maire sont vraiment fondamentaux. Sur vos deux communes, Laurence et Fabrice, il y a des associations qui sont déposées, qui vivent sur la commune. Laurence et puis après Fabrice. Moi j'en ai 3, j'ai une association de karaté défense, j'ai une association de danse et une association pour la sauvegarde du patrimoine, pardon. Et qui ont leur activité dans ma commune. Dans votre commune. Oui, tout à fait. Et chez vous, Fabrice? Ouais, 7 associations, véhicules d'époque, environnemental, comité des fêtes, bien sûr, important, yoga, etc. Est-ce qu'on peut dire finalement que 90% de vos deux communes sont engagées dans le bénévolat, dans la vie associative? Alors, bénévolat dans la vie associative de vos associations, mais aussi peut-être simplement des coups de main donnés de ci, de là à la vie de la commune? Oui, déjà le conseil municipal. Hein. Le conseil municipal est composé de bénévoles. C'est pas un métier, hein, même. Il n'y a pas de rémunération, d'indemnité des maires ruraux. C'est des indemnités de fonction, c'est une fonction, c'est pas un métier. Donc une fois que vous déclinez ça, on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire en fait. Donc c'est un mandat qu'on accomplit dans l'intérêt général. Donc en France, c'est 500 000 bénévoles qui travaillent dans les conseils municipaux. Et après, au-delà, à l'extérieur de la commune, il y a tout le tissu associatif qui est très important. Puis il y a aussi des gens qui sont pas forcément dans le tissu associatif et qui s'impliquent dans la vie locale. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde, et l'un des points qu'on pourrait indiquer, c'est pas valorisé en fait. Ce temps-là et la valeur que ça produit n'est pas valorisé par l'État. On est toujours dans le PIB. Hein, il faudrait qu'on ait un indice du bonheur dans les communes. Vous verrez la différence. Ça, c'est la grande. Mais ça existe. Hein. Ouais. Après, c'est par exemple la journée citoyenne que je mets en place. Là, je peux pas la valoriser budgétairement. L'État ne comprend pas ça. Donc, il comprend le chiffre qui rentre? Non, même pas. Non, c'est même pas indiqué. Donc on le communique dessus. J'ai interrogé les services de l'État là-dessus. Et on peut pas le valoriser, alors que c'est une production de valeur qui est très importante pour la commune. Laurence? Alors moi, concernant les bénévoles, moi je trouve quand même qu'il y a une baisse de gens qui s'investissent de moins en moins. Enfin, moi, chez moi. Et suite, on a monté un conseil municipal d'enfants. Et suite à ça, les gens viennent un peu plus. Est-ce qu'on a fait vraiment du lien? Et je pense que ça a donné un plus pour partager. Christophe, vous vouliez intervenir? Oui, mais je crois. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les communes, mais nous, on l'a vu dans un certain nombre de communes. Il y a de plus en plus maintenant différentes populations dans certains villages, avec les populations de centres-villages qui sont parfois d'ailleurs un petit peu vieillissants. Pas toujours, mais parfois. Et puis il y a aussi dans un certain nombre de villages des zones pavillonnaires qui se créent autour, avec des travailleurs pendulaires entre guillemets ou nomades qui vont très souvent dans les villes moyennes à côté. Et je pense que le travail associatif aujourd'hui dans les villages consiste aussi à créer du lien entre ces différentes populations qui parfois se connaissent pas ou peu ou pas suffisamment, et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à renouveler le bénévolat dont vous parliez. C'est-à-dire que très souvent il est concentré dans le cœur de village, et je vois dans un petit village dans la Sarthe, le comité des fêtes a été repris par ces personnes-là justement qui vivent dans cette zone pavillonnaire. Et ça recrée un dynamisme, et on sert à ça aussi. Est-ce qu'il y a, on parle beaucoup de bénévolat, de vie associative, de vie culturelle, etc. Mais est-ce qu'il y a une volonté dans votre ville, Laurence ou Fabrice, aussi d'avoir une vie économique? On dit, et Jean-Pierre Pernaut nous le dit à longueur de journée, ces petits villages qui ont de moins en moins de services publics, ont de moins en moins de commerce, moins en moins de... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi alors c'est toujours le rapport au projet, rapport à l'économie, mais est-ce qu'il y a aussi un souhait de redévelopper aussi une activité économique sur vos communes? Alors, un souhait, oui, on a tous un souhait. Moi, je vois par exemple dans l'ancienne classe de la commune, on a un psychologue qui s'est installé, et ça fonctionne très bien.
Mais un souhait, mon souhait, ça serait, j'aimerais bien avoir un café, un boulanger et tout, mais c'est pas viable. Donc c'est pas viable économiquement. Mais oui, parce que les gens travaillent, nous, à 30 km, et donc ils prennent le pain sur place. Enfin voilà, c'est ça. Donc il faut réfléchir autrement. Moi, je pense qu'on peut. Enfin moi, mon rêve, ça serait de mettre des petits artisans et de les faire développer. Enfin ça, je pense que ça peut être viable. Mais les petits commerces, enfin la petite épicerie et tout, dans un. Les gros centres économiques chez vous sont à 30 km à peu près du village. Oui. Les premiers supermarchés, les premières villes. Ah non, 15 km. 15 km. Oui. Mais les grosses boîtes où les gens travaillent sont à peu près, 15-30 km. Aujourd'hui, ça pourrait être ces villes-là des produits d'appel pour indépendants qui auraient peut-être besoin, simplement d'une bonne connexion Internet pour pouvoir travailler de loin en loin. C'est ça aussi, le développement économique de ces villes et villages. Oui. Moi, je suis assez optimiste en fait sur ce qui se passe là, parce qu'on a beaucoup de relocalisation, mais sur des formes différentes. Par exemple, on n'a pas de boulanger, mais le boulanger qui est à 7 km est venu à ma demande d'installer une machine, un distributeur, ce qui fonctionne très bien. On a un pizzaiolo tous les mardis soirs, on a une rôtisserie le jeudi. Donc finalement, il ne faut pas imaginer d'avoir un magasin qui vienne ouvrir, parce qu'il n'y a pas la zone de chalandise, et on voit déjà comment le commerce de centre-bourg des villes moyennes est en difficulté. Donc, il ne faut pas penser à ça. C'est des nouvelles formes. Et aussi, l'autre élément, c'est que les habitants en milieu rural, quand ils disposent de la connexion, ont un grand supermarché sur Internet. Donc, avec des livraisons sous 24 heures. Donc, finalement, ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on n'est plus dans une dimension de blocage de l'accès à la consommation. En revanche, ce qui s'opère vraiment fortement, et là, les communes rurales ont un vrai rôle à jouer, c'est sur la valorisation des circuits courts et de la production locale. Et là, il y a des demandes, il y a des nouvelles formes à aller chercher. Et la mairie est un point central. Et juste pour pas dire allez-y, au contraire, c'est passionnant. On a, via l'association des maires ruraux de France, développé une offre qui s'appelle Rura Connect. C'est-à-dire de mettre à disposition les bâtiments publics pour faire du télétravail, pour faire des réunions pour des commerciaux itinérants, etc. Parce que la SNCF avait un peu essayé d'inaugurer sur les gares délaissées en disant il y a peut-être des points de connexion. Oui, voilà. Et en fait, on a toujours construit en France des offres qui viennent de l'État. Et l'État a fait une approche sur les tiers-lieux, c'est la notion de tiers-lieu, en se disant on va transformer toutes les zones de post-industriels, les friches, en mettant des nouveaux bâtiments avec beaucoup d'investissements publics. Mais en fait, le contenu, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, ça n'intéresse pas les gens. Au lieu de se poser la question, s'il y a une offre, on peut déjà utiliser l'existant. Et en milieu rural, on a beaucoup de mètres carrés disponibles. Comme un collègue, notre conseil municipal, il se réunit une fois tous les 2 mois, voire une fois par trimestre. Finalement, la salle du conseil, elle est dispo pour faire des tas de choses. C'est ça. Et l'intérêt du télétravail, parce qu'on parle du télétravail de chez soi, c'est aussi de retrouver une vie sociale de bureau avec des personnes qui ont peut-être 5-6 entreprises différentes, mais qui vont se retrouver aussi dans un espace commun pour travailler ensemble et pouvoir échanger. Tout à fait. C'est ça. Vous initiez ça, vous, un petit peu? Oui, moi, c'est en place chez moi. Ça fait 6 mois. 6 mois. Ouais. Mais c'est sûr que en milieu rural, on peut faire plein de choses. Enfin, nous, les maires ruraux, on a plein d'idées qu'on aimerait bien mettre en place, mais on n'a pas. Par exemple, le distributeur de pain, faut savoir, c'est 17 000 €. Donc, c'est un sacré coup. Quand on va voir le boulanger, toi, t'as pas payé, mais toi, tu payes rien. Il paye. Vous avez négocié le partenariat? Non, en fait, en location, c'est 430 € par mois, la machine. Et comme on est sur une zone de passage, il y a un peu de volume, finalement, c'est rentable pour le boulanger. Mais après, derrière, c'est avec les meuniers dont il faut aller discuter, parce que c'est aussi des opérations financières de la part des financeurs des boulangers qui jouent pas le jeu de la ruralité. Donc, Christophe, vous vouliez intervenir peut-être que... Oui, non, juste pour dire que je pense qu'il y a des solutions qui existent et qui se dupliquent. On en voit d'ailleurs la preuve, par exemple, sur les boulangeries. Mais je crois que ce qui est très important, c'est les porteurs de projets. Le mot fondamental, moi je trouve, c'est le projet. Et derrière un projet se cache toujours un porteur. Et c'est là où il faut libérer les énergies. Et il y a beaucoup de porteurs de projets qui butent sur des problèmes de financement, d'amorçage, et qui ne vont pas au bout de leurs idées. Et c'est vrai pour le monde associatif, c'est vrai pour des épiceries associatives d'ailleurs qui se développent de plus en plus. Et il faut accompagner ces gens-là. Alors justement, Bouge ton coq, c'est quoi? C'est une plateforme. Vous avez repéré, on a Agnès qui est un des porteurs, un des projets présents sur cette plateforme, et on va en savoir
savoir un petit peu plus d'ici quelques instants. Mais Bouge ton coq, c'est ça, c'est d'avoir repéré des projets, des maires qui ont fait remonter des idées et d'avoir posé ça. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est posé sur Bouge ton coq ? Très simplement, pour le résumer vraiment en 2 mots, Bouge ton coq, c'est une plateforme qui réunit les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics pour financer des projets d'intérêt général dans la ruralité. Donc, côté, entre guillemets, personnes qui donnent, les citoyens peuvent donner à partir de 2 € par mois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose et ça peut tout changer. Les entreprises peuvent donner au titre du mécénat, c'est défiscalisé aussi de manière mensuelle et récurrente. Et les pouvoirs publics peuvent abonder. Ça, c'est le côté, entre guillemets, financement. Et puis, de l'autre côté, c'est des porteurs de projets qui peuvent, comme sur une plateforme de crowdfunding, même si nous ne sommes pas de crowdfunding, peuvent mettre leur projet sur la plateforme. Ça se fait très très rapidement. Enfin voilà, et après ce sont les adhérents, les personnes qui donnent à la plateforme, qui votent pour les projets qu'ils souhaitent voir financés. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir une masse d'argent, les gens votent pour les projets et en fonction du vote et des résultats, Exactement. Chacun va avoir un abondement proportionnel au vote. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été élus, c'est un vote. On distribue l'argent entre guillemets par ordre décroissant des votes, pour le faire très simplement. Et donc notre objectif, oui, c'est d'identifier ces porteurs de projets, et c'est pour ça que la MRF est pour nous extrêmement importante, parce que les maires, qui connaît mieux le tissu associatif que les maires. Je veux dire, en effet, il y a 2-3 associations d'un côté, 7 associations de l'autre. C'est connu et de manière très proche, donc c'est un gage de sérieux parce que le maire connaît très bien. Et puis, ça nous permet d'identifier des porteurs de projets comme Hors Saison Musicale, qui apportent du lien social un peu partout et qui dupliquent leurs idées. Et ça, c'est formidable d'arriver à dupliquer les idées. Alors justement, Hors Saison Musicale, Agnès, vous avez beaucoup écouté. Parce que vous sillonnez finalement 15 départements, donc des maires de la ruralité, vous devez en voir et en rencontrer beaucoup. Ça fait écho à ce que... tout ce que j'ai entendu, je le connais parce que moi-même, je suis conseillère municipale. En plus. Dans mon village, donc on partage vraiment les mêmes questions de tiers-lieux, de télétravail, de financement, de lien social, d'association, de vieillissement de la population. Et nous, la question à laquelle on a voulu répondre avec Hors Saison Musicale, c'est ce lien social à travers la culture et en période hivernale, parce que la campagne a souvent une double vie, sa vie estivale et sa vie hivernale, et plus particulièrement quand ce sont des campagnes qui attirent des touristes ou qui attirent des résidences secondaires. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte que de la Toussaint, enfin moi, depuis mon village, donc Flavigny-sur-Ozerain, parce qu'il faut que je le cite, je me rends bien compte qu'en effet, de la Toussaint à Pâques, il est difficile d'accéder à des offres culturelles. Ouais. Et Dijon est à 70 km. Donc, on a lancé cette action musicale en Côte d'Or, en multipliant en fait des interventions auprès des personnes les plus isolées, dans des maisons de retraite, les hôpitaux, au domicile même, et avec une volonté de mettre en valeur le patrimoine rural, donc généralement l'église du village, ou un lieu, mais un lieu public, un lieu partagé, qui puisse accueillir les concerts. Voilà. Alors justement, il y a une question de financement. Vous, on l'a dit, les mairies n'ont pas forcément les budgets totaux. Ouais, donc, non, ça c'est même sûr. C'est même sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là et qu'on fait appel à Bouge ton coq. En fait, nos financements sont divers. Je crois que c'est très important d'avoir vraiment des sources toujours variées, donc des fondations essentiellement. Fondation des Petits Frères des Pauvres, Fondation Orange, Fondation SNCF, AG2R. Toutes les fondations, la question sociale d'environnement, les questions du lien social touchent de plus en plus les entreprises. On demande aux municipalités de participer. C'est presque symbolique, mais c'est très important, puisque le but, c'est que les villages, les habitants s'approprient le projet. Aussi, c'est ça. Donc, si le maire a versé que ce soit 100 € ou 500 €, il doit rendre des comptes à son conseil municipal. Et parfois, on a des discussions plus longues en conseil municipal autour de 500 € pour un concert que de 10 000 € sur une adduction parce que la musique... Je vois Fabrice qui opine. Vous êtes d'accord avec ça, c'est vrai ? Oui, absolument. Ouais. Ouais, c'est toujours, 500 € pour la culture, c'est plus compliqué. La culture ou le tourisme, c'est
les deux mêmes phénomènes à chaque fois quand vous commencez à parler de développement touristique ou développement culturel. Il y en a beaucoup qui commencent à avoir des épines dans les poches. Oui, parce qu'ils voudraient le tout à l'égout et que ça fait 20 ans qu'on y pense. Et parce qu'ils n'ont pas compris que la culture, c'est aussi un outil économique. De que développement. La culture, justement, permet le tourisme, permet un tourisme sur l'année. C'est pas simplement un événement pour faire plaisir à quelques-uns. Et donc, on parlait des bénévoles tout à l'heure, et c'est vrai que toute cette action repose sur l'engagement des bénévoles qui habitent ces villages, et ce sont eux qui créent ce lien, qui se rencontrent. Donc ça permet aussi la rencontre entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées. Donc on recrée tout un maillage qui parfois était faiblissant et permet, ce que disait Christophe tout à l'heure, de relier des gens de couches sociales très différentes. Donc les Anglais arrivés il y a quelques années, la vieille dame qui est là depuis toujours par sa famille, la paroisse, l'association, le comité des fêtes, le club de pétanque. Voilà, l'idée c'est vraiment de redonner un peu de souffle en apportant, nous, notre professionnalisme. Et il est important de souligner que les concerts, les musiciens ne sont pas bénévoles. C'est pas du caritatif culturel. Oui, c'est du caritatif dans le sens, c'est d'intérêt général pour tous, et les concerts sont libres, entrée libre. Oui. Mais nous avons, pour que l'esprit vive, pour principe de soutenir la création artistique, de soutenir le métier des musiciens. Donc ce sont des musiciens professionnels qui sont payés alors à des cachets bien moindres que s'ils jouent au Théâtre des Champs-Élysées ou à la Philharmonie, mais voilà, qui jouent au niveau national ou international, qui viennent se faire plaisir et faire plaisir. Là, on sort d'un quadruple week-end. Là, on était dans le Lot, les Ardennes, dans l'Indre et dans le Cher ce week-end en même temps. Et ces musiciens bénéficient vraiment aussi d'un accueil hyper chaleureux, parce que je crois que c'est une des grandes forces de la campagne. La campagne et du Rhône. Oui, c'est qu'ils découvrent les spécialités locales. Enfin bref, ils reviennent remplis, et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est la convivialité en ruralité, c'est vraiment ça. Ça c'est génial, et dans tous les départements, dans toutes les régions. Ouais, tout à fait. Justement, est-ce que la question que j'ai pas posée tout au début, est-ce que vous avez plutôt tendance à voir vos communes augmenter en nombre d'habitants ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de ruralité? Moi, c'est stable. Vous, c'est stable. Depuis combien de temps? Depuis 12 ans que vous êtes... Depuis que je suis maire. Depuis que je suis maire, c'est stable. Et chez vous? Ça a augmenté un tout petit peu, mais quand j'ai pris mon poste, enfin pas mon poste, quand j'ai été élue, on était à 232, on est à 239. Donc voilà, on peut pas... Et avec du renouvellement, c'est avec des gens qui arrivent, qui repartent, parce beaucoup de jeunes. Mais la population était vieillissante, et donc les gens sont partis. Par contre, la population s'est renouvelée en termes de moyenne d'âge. Dans mon village de 239 habitants, j'ai 45 enfants de moins de 12 ans. Et qui viennent du territoire, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont repris les habitations des parents, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent de l'extérieur? C'est des gens qui viennent de l'extérieur. Donc il y a une vraie vitalité en fait du tissu territorial qui plutôt tendance à se rajeunir. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, au niveau de la culture, pour faire passer, parce que je suis d'accord avec toi, Fabrice, je suis d'accord avec toi. C'est bien, elle est d'accord avec vous, Fabrice. Avec le conseil municipal des jeunes, la culture, je mets vraiment beaucoup en avant, et la biodiversité, et ça marche d'en faire. Donc c'est pour ça que je vais prendre rendez-vous avec vous. Ah bah voilà, super. Et vous, Fabrice, c'est pareil, c'est plutôt en augmentation, en stabilisation, il y a du renouvellement, vous voyez... Ouais, c'est en augmentation, on a pris 100 habitants en 18 ans. Beaucoup de gens de la région parisienne, parce qu'on est à 50 km de Paris, qui en ont marre de la vie urbaine et qui ont un peu le rêve du pavillon propriétaire à la campagne, entre guillemets. Et puis un rajeunissement. Alors nous, on est confronté à une difficulté, c'est le coût d'accessibilité à l'habitat, parce que l'immobilier est assez cher, les terrains sont chers. Donc, ce que pose derrière d'autres questions, c'est on peut pas non plus faire... il faut avoir en tête de pouvoir donner l'accès à des jeunes parents pour qu'ils viennent apporter leur progéniture dans l'école, parce qu'on a encore l'école dans la commune. Donc ça, c'est une préoccupation forte. Et on souffre de la concurrence de l'école privée qui est assez présente. Qui facilite aussi un peu plus l'accès pour les familles. Donc plusieurs problématiques assez complexes à régler, mais une population nouvelle et des néo-ruraux qui s'impliquent aussi localement. Donc c'est plutôt intéressant. Bouge ton coq, c'est jusqu'à quand? Vous voulez peut-être réagir d'ailleurs à ce qui a été dit, Christophe? Oui, non, mais très rapidement, moi je crois, nous, notre phrase fétiche, entre guillemets, c'est le futur s'écrit au village. Mais c'est parce qu'on y croit vraiment. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un côté toujours, chez les citadins ou chez les...
On pense au village parce que c'est des souvenirs d'enfance, il y a un côté un peu nostalgique, mais c'est pas ça aujourd'hui. Les villages, c'est réellement une vraie vitalité. Et moi, je pense qu'il y a quand même aussi une réalité d'aujourd'hui. Vous l'avez signalé avec le télétravail, avec les tiers-lieux, Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité. Il y a un ras-le-bol quand même de l'hyper-métropolisation qui est très nette et qui est d'ailleurs très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, les villages ont leur épingle du jeu à tirer, clairement. Hein. Et Bouge ton coq, alors cette plateforme, elle est viable jusqu'à quand ? C'est permanent ? Ah oui, c'est permanent. En fait, ça a été 2 ans de préparation. On s'est lancé il y a 1 mois et demi, donc c'est relativement récent. C'est permanent. Là, actuellement, il y a une 20aine de projets majoritairement issus de la MRF. Fin mars. L'Association des maires ruraux, je redis ça pour nos auditeurs. L'Association des maires ruraux. Et à partir du 1er avril, on vote pour les projets qu'on souhaite voir financés. Dont hors saison musicale. Dont Daubeuf la campagne. Et surtout le café associatif et citoyen d'OG Saint. Vous avez bien compris, vous allez sur Bouge ton coq et vous votez pour le sujet qui vous a le plus plu. Voire pour les 3. Ce que je voudrais revenir sur Bouge ton coq, je trouve que c'est vraiment un bel outil pour les communes rurales parce que dès qu'on veut faire quelque chose à mettre en place, ça demande beaucoup de je sais pas quoi. D'énergie, voilà, beaucoup d'énergie et que là ça va vraiment très vite. On présente notre projet, on filme et basta, on envoie et c'est vraiment très simple. Et après on laisse vivre ça, c'est ça ? On laisse vivre, on espère qu'on va voter. Il faut animer quand même. Il faut animer. L'interface est très très simple. Mais bon, l'interface est très simple. Bon, là on est dans une période, c'est un peu critique parce que on est en période électorale, donc c'est pas facile. Mais moi, je dis que les maires qui ont vraiment des choses à faire, des projets, il faut vraiment se tourner vers Bouge ton coq. Parce qu'on vote la semaine prochaine et pas dans 15 jours, comme je le disais en introduction. Et puis, je n'ai pas cité d'autres listes parce que vous êtes liste unique chez vous. Donc, en termes d'équité, je n'avais pas forcément à donner tous les noms. Christophe, rapidement, puis après, on retrouve notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Très rapidement, pour rebondir sur ce que disait Laurence, oui, en effet, c'est vrai que c'est très facile sur l'interface, mais cet outil n'existera et ne vivra que par les dons des particuliers, des entreprises et le soutien des pouvoirs publics. C'est 2 € par mois, c'est défiscalisé. Si vous aimez la ruralité, que vous soyez particulier ou entreprise, il faut y aller. C'est ça. Et les entreprises, si elles veulent vous contacter, elles vont sur le site, c'est pareil. Elles vont sur le site et elles peuvent abonder. Tous nos contacts sont dessus et elles peuvent le faire directement sur le site à partir de 10 €, 20 € par mois si elles le souhaitent. C'est vraiment très simple. Et nous, on a créé un bel outil, je pense, merci Laurence, mais c'est ce que tout le monde en fera, voilà, ça existera par la générosité et tout le monde parle de ruralité, tout le monde adore la ruralité, c'est le moment de la soutenir. Et c'est les communes rurales, c'est 80% des communes en France, c'est ça. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de projets. 57% de la population. Et 57% de la population. Vous parliez tout à l'heure, Laurence, du point que vous mettiez en avant dans votre commune, qui était la biodiversité. Et je vous propose d'aller à la rencontre d'Olivier Guéret, c'est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Qui a trouvé une solution à une problématique dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la place des pesticides dans l'agriculture. Il a trouvé une solution assez étonnante sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est le biomimétisme. On retrouve tout de suite Olivier Guéret. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Olivier Guéret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes fondateur, dirigeant de M2I Life, une société qui reproduit, alors si j'ai bien compris, parce que c'est assez technique, mais qui reproduit des phéromones d'insectes pour éviter justement que ces insectes ne se reproduisent et donc viennent saccager l'agriculture ou les plantes ou abîmer les plantes de notre agriculture. C'est ça à peu près l'idée de votre produit ? Oui, c'est à peu près ça. Les phéromones, juste pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est les moyens de communication de beaucoup d'insectes. Comme nous, on se parle à la radio. Eux se comprennent avec des molécules chimiques qu'ils synthétisent pour se parler. Et donc, on va apprendre ce langage-là et on va utiliser leurs mots pour essayer de les désorienter ou bien les amener dans des pièges. Et ça peut servir dans l'agriculture ou dans les jardins de Monsieur Tout-le-Monde. Alors comment justement est née cette idée de votre produit M2Life, M2I? Alors c'est Life Science, Life Science, pardon. C'est le groupe, donc la filiale qui développe ça s'appelle M2I Biocontrol. L'idée est venue, c'est un peu comme quand on va aux champignons. Il se trouve que le temps était propice, on s'est trouvé au bon endroit au bon moment.
Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis 2015, on voit une tendance sociétale qui vraiment devient forte sur la lutte contre les pesticides, la limitation de l'utilisation des pesticides. Et il se trouve que nous, vers les années 2013-2014, on a développé des technologies de synthèse de phéromones et de fil en aiguille, on a réussi à développer des idées pour substituer des insecticides par des phéromones. Et l'évolution de la société a fait que un marché qui n'existait pas quelques années auparavant a émergé à peu près à ce moment-là, et on avait des bons produits au bon moment pour profiter de cette aubaine en fait. Donc ce qui veut dire, c'est que à chaque insecte son phéromone, ça veut dire qu'il faut synthétiser cette problématique sur l'ensemble des insectes du monde entier. Alors oui, alors nous on s'intéresse qu'aux nuisibles, ceux qui attaquent les cultures, donc il n'y en a pas quand même des millions par type de culture. Donc oui, effectivement, pour chaque insecte son langage, et donc c'est aussi un des atouts de la technologie, c'est qu'on n'utilise que le produit nécessaire à un endroit et pas un produit qui va avoir des effets collatéraux importants sur d'autres insectes qui, eux, sont bénéfiques. Alors aujourd'hui, votre produit a été créé et mis en avant essentiellement dans un premier temps à destination des particuliers, pour ceux qui ont des potagers, qui ont éventuellement des jardins. Est-ce qu'il y a une réflexion d'industrialisation de plus grande échelle, justement, de cette proposition, de cette solution ? Alors en fait, on a déjà passé ce cap-là. On a créé 3 sites industriels. Donc on est un peu une start-up qui passe à l'étape d'après en fait, depuis quelques années déjà. On a un site qui va fabriquer industriellement des phéromones dans le sud de la France à côté d'Arles. Un autre site qui va fabriquer des formulations encapsulées de phéromones, donc qui ont permis de les relarguer très lentement. Là c'est à côté de Pau. Et enfin un site qui fabrique les produits finis dans leur packaging final à côté de Cahors, en plein milieu des vignes du Val Cahors. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous traitez des très grandes surfaces, par exemple, pourriez travailler sur la culture intensive, par exemple, peut-être du blé ou de l'agriculture actuelle ? Oui, tout à fait. On travaille sur les premiers sujets ont été vraiment très orientés parc et jardin ou particulier. Donc on a déjà trouvé des solutions pour la processionnaire du pain. Donc là on parle déjà de grandes surfaces, parce que les forêts, c'est quand même, il y a 400 000 hectares qui sont concernés par cet insecte en France, rien qu'en France. Ensuite, effectivement, on travaille sur des cultures agricoles. Donc les premières, ça a été des cultures qu'on dit de spécialité, donc la vigne, qui est quand même 700 000 hectares en France, les vergers ensuite de pommes et de pêche, les noyers. Et effectivement, on a des sujets de développement en ce moment sur des cultures bien plus grandes, comme le colza, le blé, etc. Le maïs aussi, pardon, j'oublie. Vous avez le sentiment d'être suffisamment visible dans cette immense industrie que sont les pesticides, d'avoir une visibilité qui s'accroît sur cette solution, qui semble, j'ai envie de dire, la solution idéale ? Oui, c'est une solution qui est très bonne, qui est pas universelle, puisque vous avez compris qu'elle s'adapte à chaque insecte. Donc, surtout, on essaie de proposer non seulement la solution du produit, mais aussi on est obligé de former nos clients à comprendre comment l'insecte se comporte par rapport à la culture pour l'aider à réagir au bon moment avec nos produits, mais aussi avec d'autres produits complémentaires. Évidemment, l'agriculteur ne veut pas perdre son rendement, donc nos produits permettent de maintenir des équilibres, mais on sait aussi les conseiller en cas de déséquilibre lié à des événements exceptionnels, type des grandes sécheresses ou des choses comme ça, qui peuvent modifier complètement le comportement de l'insecte. Et donc dans ces cas-là, on a recours à des insecticides, peut-être biologiques ou non, mais à des doses bien moindres que ce qui aurait été utilisé normalement sans nos produits. Olivier Guéret, merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve tout de suite après cette virgule pour clore cette émission. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il nous reste plus qu'une petite minute pour se dire au revoir. On redonne l'adresse de Bouge ton coq. Christophe, si on veut soutenir les projets. C'est très simple, bougetoncoq.fr. Bouge ton en un seul mot ? Oui, en un seul mot. Hors saison, on redonne une petite adresse ? Hors-saisonmusicale.fr. Voilà, et puis les deux mairies pour soutenir sur Bouge ton coq, un petit mot ? Daubeuf-la-Campagne, allez-y, on a besoin de vote. On a besoin de vote, et pareil pour votre mairie, Fabrice. OG Saint-Vincent.fr.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute des programmes d'RCF et de l'Écho des solutions, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, en podcast, vous pourrez écouter toutes les émissions sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Moi, je vous souhaite une très très belle écoute des programmes. Bonne soirée à tous.